L'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, président du PPACI, a rencontré pendant plus de 2 heures l'actuel ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Les communiqués qui ont été publiés laissent entendre que c'est une conversation qui était très riche et très animée. Que c'était une conversation dans laquelle les chats étaient appelés chats et non pas animaux miaulants possédant des griffes. Oui, le président Laurent Gbagbo, dont le franc-parler est légendaire, a sans doute dit le fond de sa pensée à l'ambassadeur de France. Alors, je voudrais ici imaginer ce que les deux se sont dit. Mais pour imaginer ce que les deux se sont dit, je vais vous dire comment je procède. D'abord, je vous préviens, moi, je n'étais pas là-bas. Ce que je vais dire ici, ce sont des anticipations rationnelles. Et vous savez qu'en général, bien que je ne sois point, bien sûr, infaillible, mes anticipations rationnelles sont souvent corroborées plus tard par les faits avérés. Donc, je vais faire des anticipations rationnelles. Je vais imaginer ce que l'ambassadeur de France a dit et ce que le président Gbagbo a dit. Je vais imaginer la conversation telle qu'elle s'est déroulée. D'accord? Et pour cela, je vous dis comment je procède. D'abord, quels sont les intérêts de la France en Côte d'Ivoire? Parce que l'ambassadeur de France est là pour défendre les intérêts de la France en Côte d'Ivoire. Et ensuite, quelle est la position du président Laurent Gbagbo à propos des intérêts de son peuple et quelle est sa propre position par rapport à ses intérêts, lui et son parti, le PPACI? Quand vous connaissez les deux éléments, là, vous pouvez savoir de quoi ils ont discuté. Donc, je commence par les intérêts de la France en Côte d'Ivoire. La France est intéressée par la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire constitue l'une de ses dernières bases militaires importantes. Parce que la France ne veut pas se retirer militairement. Le gouvernement français actuel ne veut pas se retirer militairement du sol africain. Les auditions en février de l'ancien chef d'état-major de l'armée française devant une commission parlementaire ont permis de savoir, le général Didier Castres, ces auditions ont permis de savoir que la France, le gouvernement français, envisage de mettre sous uniforme civil des troupes militaires qui vont continuer les mêmes fonctions que les troupes sous uniforme officiel. Les troupes françaises sous uniforme officiel qu'on a aujourd'hui dans les bases militaires françaises d'Afrique. Le plan, c'est de reconvertir tous ces gens-là en compagnie de mercenaires, en compagnie militaire privée, et de les disséminer de façon invisible dans la population. Le général Castres a exposé ce plan. Donc, il ne s'agit pas de partir, mais de rendre invisible la présence militaire française en Afrique. C'est ça la ligne actuelle du gouvernement Macron. Voilà la vérité. Ils m'en veulent pourtant. Pourtant, ce sont eux qui donnent les informations. Quand ils s'en vont parler au Sénat, je suis là, j'écoute. Quand j'ai fini d'écouter, puisque ce sont des auditions publiques, j'en parle à mon peuple et voilà mon crime. Pourquoi il parle de ce que le général Castres a publiquement dit? Pourquoi il en parle aux Africains? C'est scandaleux quand même qu'on veuille que l'information ne soit pas partagée, alors même qu'on la donne publiquement. Ce n'est pas quelque chose que je suis allé chercher dans des archives secrètes. Non, j'écoute les auditions. Le général Didier Castres a expliqué la manœuvre. On dit qu'on va réduire les effectifs militaires français en Afrique et en même temps, on est en train de transférer les compétences que l'armée officielle française avait à des compagnies de sécurité privée, à des compagnies de mercenaires, qui bien souvent d'ailleurs seront composées de gens de peau noire et donc difficiles à identifier comme étant des forces étrangères. Et le général Castres est allé jusqu'à dire que grâce à cette méthode, ils sont en train de contrôler toute la région du port autonome d'Abidjan et même toute la région de l'Omo-Nord. C'est-à-dire, en fait, qu'ils sont en train de renforcer la présence militaire, leur présence militaire en Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est le premier intérêt de Paris. Maintenir une présence militaire en Côte d'Ivoire est une condition essentielle pour garantir un moyen de pression sur ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire et ainsi protéger les intérêts économiques. Parce que le deuxième point sont les intérêts économiques. Dans plusieurs pans de l'économie ivoirienne, les monopoles français sont intacts. Il y a d'immenses monopoles dans le domaine de l'énergie, d'immenses monopoles dans le domaine des transports, d'immenses monopoles dans les chantiers publics, les marchés publics, comme par exemple le fameux marché du métro d'Abidjan,
d'immenses monopoles dans le domaine de la sécurité, il y a des monopoles partout qui sont détenus par des multinationales françaises. L'ambassadeur est là pour défendre cela. C'est légitime, hein, c'est la fonction d'un ambassadeur. Troisième élément, la Côte d'Ivoire est une rampe de l'influence médiatique et culturelle de l'Hexagone. Perdre le contrôle de la Côte d'Ivoire, c'est perdre la possibilité de faire rayonner ce qui reste encore de la pâle existence de l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà au moins 3 enjeux. Un enjeu géostratégique, géopolitique, un enjeu économique, et puis un enjeu, on va dire, culturel. Et la Côte d'Ivoire est une place forte pour cela, comme le Sénégal, comme le Gabon, comme Djibouti, et toutes les bases intermédiaires, comme le Tchad. Bon. Voilà ce que défend l'ambassadeur. Il est là pour veiller à ce que, ceux qui exercent le pouvoir à Abidjan protègent ses intérêts français, considérés comme des intérêts vitaux, eu égard au fait que, comme nous l'a dit M. Chirac, d'où vient l'argent dont nous nous nourrissons en France? Excusez-moi, M. Chirac, de vous sortir. Venez dire d'où vient l'argent que nous avons en France. Oui. Le rappel sauve l'âme. On dit seulement une chose, ouais. Qu'est-ce qu'on c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Voilà, très bien. Donc, on sait très bien pourquoi cet ambassadeur est là. Le président Chirac l'a avoué. L'Afrique, mamelle nourricière. L'Afrique, source de ressources naturelles gratuites. Ou en tout cas, bradées, moins chères. L'Afrique, éternellement, vache à lait. C'est ça, la théorie. C'est ça, la vision qui commande, la politique néocolonialiste. Bon, ok. Maintenant, intéressons-nous à l'autre interlocuteur de la conversation, c'est le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, lui, a affiché, depuis d'ailleurs sa jeunesse, ses options pour l'indépendance africaine, pour la souveraineté africaine. Même si quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas eu toutes les coudées franches pour poser un certain nombre d'actes de souveraineté, ce par quoi il s'est fait remarquer, c'est d'avoir dit qu'il n'est pas le sous-préfet de la France. Donc, le président Laurent Gbagbo s'installe devant l'ambassadeur de France comme quelqu'un qui est connu pour contester la domination française sur la Côte d'Ivoire. Il est actuellement présent sur le terrain de Côte d'Ivoire comme doyen de l'opposition à la politique néocolonialiste française et à la politique vassale de Ouattara Draman. Les malheurs et les déboires du président Laurent Gbagbo s'expliquent précisément par ce refus d'abandonner la souveraineté africaine de Côte d'Ivoire à l'ancienne puissance coloniale. C'est cela qui lui a coûté les déboires qu'il a connus. Pratiquement depuis le début de son engagement politique contre le président Houphouët-Boigny, il était perçu comme quelqu'un qui pourrait remettre en cause justement cette omerta, cette mafia de la France-Afrique en Côte d'Ivoire. Ce qui lui a valu donc une très grande adversité. Donc quand il s'assoit devant l'ambassadeur de France, celui-ci regarde la bête noire du néocolonialisme français en Côte d'Ivoire, Laurent Koudou Gbagbo. Comme il le dit souvent lui-même, quand il passe comme ça, les néocolons français disent « voilà un homme qui passe ». Voilà un homme qui passe. Il le pointe comme ça, on dit « voilà un homme qui passe ». Oui, parce qu'un homme, c'est quelqu'un qui peut dire non, y compris quand il est dans un rapport de force qui ne lui est pas du tout favorable. C'est ça un homme. Quand ce sont ses principes et son âme qui sont en jeu, il dit non. Advienne que pourra. Fais ce que doit. Deuxième élément, le président Laurent Gbagbo se présente devant l'ambassadeur de France, renforcé par les victoires judiciaires internationales qu'il a remportées. Le président Gbagbo n'a pas simplement gagné face à Alassane Draman Ouattara et son régime du RHDP.
Le procès de la CPI, il l'a gagné face à la nébuleuse de la communauté internationale mobilisée par la France de Sarkozy, de Hollande et finalement de Macron. Il a gagné la CPI, là. Ce n'est pas simplement contre Ouattara. Hein. Il a gagné contre toute la France-Afrique. Donc l'homme qui s'assoit devant l'ambassadeur de France est regardé comme un revenant. Revenant d'outre-tombe. Il est renforcé en outre par toutes les révélations que le procès de la Haye a permis de faire et toutes les publications, comme en dernière date, ce fameux livre de Bourgi. Bourgi qui avoue que Nicolas Sarkozy, de Nagui-Bokcha Paul Stéphane, lui a dit qu'il va vitrifier le président Laurent Gbagbo. Il a dit, je vais le vitrifier. Bourgi rapporte ça ici, dans son livre-là. Donc l'homme que l'ancien président français a voulu vitrifier, c'est lui qui est assis devant l'ambassadeur de France pour lui parler. Et ça, c'est quelque chose. C'est-à-dire que l'ambassadeur de France regarde Laurent Gbagbo comme un personnage eschatologique, c'est-à-dire un personnage qui est protégé par des forces surnaturelles. Parce que normalement, Laurent Gbagbo ne devait pas être assis devant lui. Après ce qu'on lui a fait subir, là, ce type-là ne devait pas être assis devant lui. La scène de Laurent Gbagbo en conversation avec l'ambassadeur de France n'était pas écrite dans le programme de son élimination politique. Voilà. Donc, Laurent Gbagbo vient dire à l'ambassadeur de France que l'homme qu'on a voulu complètement détruire est encore vivant et qu'il serait temps pour la politique française en Côte d'Ivoire de prendre acte du fait que le destin de Laurent Gbagbo appartient à Dieu et au peuple de Côte d'Ivoire et à Laurent Gbagbo lui-même. Donc, rien que cette rencontre a une signification métaphysique. Voici l'homme que vous avez voulu abattre. Dieu n'a pas voulu cela. Et son peuple ne l'a pas abandonné, ne l'a pas rejeté. Vous dites quoi? Je suis là. Je suis revenu. Il était prévu que je meure à la Haye. Avant que j'aille à la Haye, il était prévu peut-être même que je meure dans le bunker. Avant ça, c'était prévu que je meure. J'ai échappé à tout ça. Me voici. Alors, ça me rappelle encore une boutade du président Laurent Gbagbo. Il dit, quand tu poursuis quelqu'un, il fuit. À un moment donné, à force de courir, il est fatigué. Il cherche un mur, il s'adosse sur le mur, il dit, ce que tu veux faire là, il faut faire, on va voir. C'est cet homme-là qui était assis devant l'ambassadeur de France. Vous dites, vous avez tout fait. Me voici toujours, je suis là. Mon tombeau, c'est dans mon pays. Mon berceau, c'est dans mon pays. J'ai été contraint à l'exil. J'ai fait la prison politique. Me voici. Voici le redoutable animal politique. Là, devant vous. Ça fait 2. Troisième sujet. Le président Laurent Gbagbo est forcément venu dire aux représentants français, si vous voulez avoir un avenir dans notre pays, il faut que vous renonciez définitivement à votre ambition de le garder sous votre domination. Ma génération a continué le combat de nos prédécesseurs. Mais la génération qui vient après moi, elle n'aura même pas ma patience. N'aura même pas ma patience. Il vaut mieux que vous changiez le logiciel que vous utilisez dans vos relations avec les Africains. Ce que j'ai vécu avec vous devrait vous amener à renoncer à cette volonté de nous embrigader par l'intimidation, par le mensonge, par la corruption, par la violence. Moi-même, j'ai pris l'argent public de Côte d'Ivoire pour donner à vos présidents parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, je suis parfaitement conscient de la richesse de mon pays, la Côte d'Ivoire, la richesse de l'Afrique. Et je sais que c'est en raison de la traite négrière, de la colonisation et la néocolonisation que vous nous exploitez encore. Je suis historien de formation. Donc, je viens vous dire, renoncez à imposer vos 4 volontés aux Africains. Cela ne marchera plus. J'imagine le 5e point de l'intervention du président Gbagbo. Dans ce pays, alors que vous aviez pris fait et parti pour mes opposants contre moi,
quand j'étais aux affaires. Moi, j'ai signé en 2005, à l'issue de l'accord de Pretoria, avec Guillaume Soro, et sous l'égide du président Thabo Mbeki. J'ai signé un décret permettant à M. Alassane Dramane Ouattara, mon opposant farouche d'alors, lui permettant d'être candidat à l'élection présidentielle, ici en Côte d'Ivoire. J'ai accepté de signer ce décret pour donner une chance à la paix, à la réconciliation et au panafricanisme. Parce que ce monsieur Ouattara que vous voyez, vous le savez vous-même, il est de père et de mère voltaïque. Le président Houphouët-Boigny nous l'a imposé ici. Le président Houphouët-Boigny l'a naturalisé ivoirien. Depuis là, on se démerde avec lui comme ça. Il a renié son Burkina Faso natal et il nous traite dans notre propre pays comme des esclaves. Nous obtenons nos droits par des génuflexions, nous obtenons nos droits par des supplications, nous obtenons nos droits en disant Sabari, Sabari, Sabari. Nous sommes colonisés par un homme qui pourtant a la même apparence que nous. Alassane Ouattara que vous voyez là, c'est un colon noir. C'est ce qu'il est. Ce n'est pas une insulte, monsieur l'ambassadeur. C'est une description. Il se comporte envers nous exactement comme quelqu'un qui a pris le pouvoir par une conquête militaire et qui continue à tenir ses sujets en laisse au bout du canon. Nous sommes braqués par Ouattara. Et vous avez de la complaisance envers tout cela parce que c'est dans ces conditions que vous maintenez votre mainmise sur mon pays. Bon, je suis venu vous dire que moi, Laurent Gbagbo, c'est moi qui ai signé le décret pour que Ouattara soit candidat. Mais aujourd'hui, Ouattara, moi, qui suis de père et de mère ivoirien de naissance, né en Côte d'Ivoire, lui, il est né dans la région de Sendou. Lui, il m'enlève des listes électorales de mon pays en m'accusant de quelque chose que je n'ai pas fait, puisque j'en ai été disculpé par une juridiction supérieure. Il m'enlève des listes électorales de mon pays. Il enlève même ceux qui l'ont aidé à combattre contre moi, comme Guillaume Soro. Il enlève leur nom des fils de la Côte d'Ivoire qui sont plus légitimement ivoiriens que lui, Ouattara. Il enlève leur nom. Il enlève nos noms des listes électorales pour organiser une soi-disant élection présidentielle sans nous, alors que nous représentons la véritable opposition. Je suis venu, moi, Laurent Gbagbo, je suis toujours dans l'imagination transcendantale. Je suis venu vous dire, de dire à Ouattara qu'il n'est pas acceptable qu'il retire les Ivoiriens des listes électorales de notre pays pour organiser de soi-disant élections présidentielles sans les Ivoiriens. Alors que l'un de ces Ivoiriens-là se trouve être celui-même qui a signé le décret qui lui a permis d'être candidat. Dieu n'accepte pas ça. Le peuple de Côte d'Ivoire n'accepte pas ça. Moi, Laurent Gbagbo, là, voilà, je ne vais pas accepter ça. Je vous parle comme si j'étais assis là-bas. Hein. Je vous parle comme si j'étais assis. Il est venu dire, ce combat, je le mènerai. Dites à vos responsables en France, dites au président Macron, dites au premier ministre français que Laurent Gbagbo dit qu'il n'acceptera pas d'être exclu des listes électorales. Et que Laurent Gbagbo n'est pas seul. Guillaume Soro dit qu'il n'acceptera pas d'être exclu des listes électorales. Nous disons que nous n'accepterons pas que des Ivoiriens soient exclus de Côte d'Ivoire par Alassane Ouattara. Que la Côte d'Ivoire a dû accepter grâce à une opération par césarienne. Oui, Ouattara est entré dans la citoyenneté ivoirienne par césarienne. Il n'est pas entré par la noble voie de la sincérité, de l'honnêteté. C'est par des contorsions et des acrobaties rocambolesques que ce monsieur s'est retrouvé avec la nationalité ivoirienne. Il n'a même pas épousé une Ivoirienne d'abord, comme nous autres. Là. Nous, on a épousé Ivoirienne. On peut dire, donnez-nous la nationalité ivoirienne parce que nous avons épousé vos enfants. Mais Ouattara, il a épousé une franco-algérienne. Avant, là, c'était une jamaïcano-américaine. Il est né au Burkina. Il est de père et de mère burkinabé, voltaïque. Il a renié notre belle terre pour venir troubler toute l'Afrique.
Et c'est lui qui doit nous exclure des élections dans notre pays. C'est trop. Même nos frères au Burkina disent que ça, c'est trop. Le peuple burkinabé, maintenant, soutient le peuple ivoirien contre Ouattara. Parce que tous les problèmes que le Burkina a sont encore le fait de ce même Ouattara. Ce reniard qui retourne son couteau contre la terre où est enterré son cordon ombilical. Ouattara, là, il est né au Burkina. Son cordon ombilical est enterré au Burkina. Et c'est lui qui n'arrête pas de retourner le couteau contre le Burkina. La Côte d'Ivoire qu'il a accueilli, il a le couteau comme ça sur la Côte d'Ivoire. Il ne fait que piquer la Côte d'Ivoire, matin, midi et soir. Pia, 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 pia. Le Burkina qui lui a donné naissance. Le Burkina qui lui a permis d'avoir jusqu'à une bourse de doctorat. Ses parents n'avaient pas les moyens de payer ses études aux États-Unis. L'ambassadeur a témoigné. Ambassadeur de la Haute-Volta aux États-Unis a témoigné des conditions d'arrivée d'Alassane Ouattara étudiant aux États-Unis. Il n'avait pas d'argent pour manger. Il n'avait pas d'argent pour manger. Lui qui veut donner l'impression qu'il est né avec une cuillère en or. Non, j'ai jamais manqué de rien. On a toujours tout eu. C'est faux. Il arrive aux États-Unis, Alassane Ouattara a faim. Et il s'en va et l'ambassadeur sort une enveloppe de $500. On donne à Ouattara pour qu'il aille manger. L'ambassadeur a témoigné que c'était la première fois qu'il voit Ouattara. Quand Ouattara est venu demander que la Haute-Volta l'aide à manger. Manger là. Il n'avait pas mangé. Aujourd'hui, il se moque des pauvres. Il traite les autres de fils de pauvres. Alors que lui-même, c'est un fils de pauvre. Nous tous là, on est des fils de pauvres. Si son papa était aussi riche que cela, pourquoi il n'a pas payé ses études? Pourquoi $500 lui manquaient aux États-Unis? $500. Toi, tu es fils de riche, tu arrives aux États-Unis. C'est $500 qui te manquent. Hein? Ouattara Draman. Il est issu d'une famille pauvre comme nous tous là. La plupart des Africains sont issus d'une famille pauvre au sens de conditions modestes. Parce qu'on est né dans des pays qui étaient des pays néocolonisés, anciennes colonies, donc des pays pillés, des pays appauvris. Les gars, ils viennent, quand ils arrivent au pouvoir, ils se mettent à réécrire leur histoire. Mais j'ai jamais manqué de rien. Je passais mon temps dans les camions de mon père. C'est faux. Il manquait de tout. Quand l'ambassadeur du Burkina Faso l'a accueilli, il avait faim. Tu le regardais dans ses yeux comme ça. Il avait envie de grailler. Hein? Il voulait Badou. Comme ça on dit à Abidjan. Il voulait Badou. Et l'ambassadeur a décrou le djé. Et puis il a donné à Alassane Ouattara. Et puis Alassane Ouattara est allé manger. Il a mangé, il a bu de l'eau, il a roté. L'argent du Burkina. Et il ne passe pas une journée sans fomenter des coups contre ce pays. Hein, Ouattara? On peut faire ça? Tu passes ton temps à fomenter des coups contre un pays qui t'a payé les études jusqu'aux États-Unis. Les pauvres paysans burkinabés ont payé les impôts pour que Ouattara aille à l'école. En retour, il passe son temps à déstabiliser le pays. Ah, Ouattara Draman. On peut faire ça à un pays? Donc le président Gbagbo, assis devant l'ambassadeur de France, lui a dit la détermination du peuple ivoirien à se libérer du joug de Ouattara. Et a conseillé à la partie française de ne pas s'associer à Ouattara. Parce qu'en s'associant à Ouattara, elle va aggraver le reflux de ses intérêts en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est ce message-là que le président Gbagbo est venu porter. Alors, l'ambassadeur de France, en tant que diplomate, a sans doute essayé d'apaiser le président Gbagbo en lui disant des mots doux. Mais le président Laurent Gbagbo n'est pas un enfant tombé de la dernière pluie. Il a dit qu'il n'oubliera jamais la manière dont Jacques Chirac l'a remercié quand il a pris 3 milliards de francs CFA ou bien 2 milliards de francs CFA pour donner à Chirac. Il sait ce que Chirac lui a fait après. Chirac a soutenu ses adversaires. Ouattara, soutenu à l'époque par le secrétaire général du MPCI, Guillaume Soro. Chirac a mangé l'argent de Gbagbo et il a attaqué Gbagbo. Donc, Laurent Gbagbo n'est pas venu chercher le soutien de la France. Il sait qu'il ne l'aura jamais. Laurent Gbagbo n'est pas venu chercher le soutien de la France. Il sait qu'il ne l'aura jamais. C'est un historien. Il connaît l'histoire.
Ces gens-là, quand tu leur as dit que tu refuses de se soumettre à eux, ils ne t'aident pas. Ils travaillent à ta perte. De ce point de vue, ils sont très disciplinés. Si Kadhafi savait ça, si Laurent Gbagbo même savait ça avant, il n'allait pas donner l'argent de la Côte d'Ivoire à Chirac, à Bourgi, pour donner à Chirac. Kadhafi, lui, il a donné 50 millions de dollars à Sarkozy. Vous avez vu comment Sarkozy l'a trucidé? Vous avez vu le remerciement de Sarkozy à Kadhafi? Est-ce que vous savez que Kadhafi lui a donné des dizaines de millions de dollars? Vous avez vu le remerciement? 6 mois de bombardement. Association de malfaiteurs avec les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique. Kadhafi n'a même pas été tué rapidement d'une balle à la tête. Ils l'ont torturé, ils ont profané son corps, ils l'ont traîné par terre, ils l'ont déshumanisé, comme l'a expliqué Karine Ramondi dans le livre que j'ai cité. Le président Gbagbo, en discutant avec l'ambassadeur de France, n'est pas allé chercher le soutien de la France, mais appeler la France à prendre acte du fait que les temps ont changé. Et donc à dire à Ouattara, la vraie solution pour une coopération saine entre la Côte d'Ivoire et la France, c'est qu'il y ait un processus équitable, transparent, incontestable de compétition politique. Que celui que le peuple de Côte d'Ivoire a choisi gagne et qu'il exerce le pouvoir. Et qu'avec celui-là, la France discute de la reconstitution, de la reconstruction de ses relations. Le président Laurent Gbagbo n'a pas oublié qu'il est père de citoyens français. Il n'a pas oublié que sa première épouse, Jacqueline Chamois, était une Française. La mère, du professeur Michel Babou. Laurent Gbagbo n'a pas oublié, il a un sang mêlé avec le peuple français. C'est pour cela qu'il ne peut pas être dans une politique de vengeance et de revanche contre le peuple français. Même si il est déterminé à affirmer la souveraineté africaine. Donc, j'imagine que l'ambassadeur de France a dit des mots doux. C'est la méthode de la diplomatie, de la langue de bois. Il a dit des mots doux au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, chaque fois qu'il lui a dit des mots doux, lui a dit « Je ne vous crois pas ». Mais je pousse mon imagination jusqu'à dire, il est possible même qu'il lui ait dit, mais monsieur le président Gbagbo, ça serait intéressant que nous fassions une médiation entre vous et le président Ouattara à condition que vous acceptiez de partager le pouvoir avec lui. C'est-à-dire que vous pourriez mettre en place, avec le président Alassane Ouattara, une espèce de gouvernement d'union nationale. Le président Alassane Ouattara serait le président de la République. Vous deviendriez le vice-président de la République avec un grand titre honorifique. Et on ferait comme ça 1, 2 ou 3 vice-présidents de la République, un peu la solution qui avait été esquissée à un moment donné en République démocratique du Congo. Et puis, on ferait une clé de répartition du gouvernement ivoirien. Il y aurait des ministres RHDP, il y aurait des ministres PPACI, même d'ailleurs Guillaume Soro peut revenir, accepter d'être 2e vice-président de la République, et il y aurait une clé de répartition avec des ministres GPS. Et vraiment, mais la France pourrait trouver un intérêt extraordinaire dans une telle entente. J'imagine, je n'ai pas dit que c'est ce qu'il a dit. Je dis bien que c'était un exercice d'imagination transcendantale. À cette proposition, le président Gbagbo a dit non. Non et non. Il faut que la souveraineté du peuple ivoirien soit respectée. Celui qui obtient le soutien de la majorité des Ivoiriens doit gouverner la Côte d'Ivoire. Dites à M. Ouattara de mettre fin à l'exclusion électorale, d'accepter que nous nous asseyions et que nous discutions des conditions d'un processus électoral équitable. Et dans ces conditions, nous tiendrons compte de votre rôle positif pour désamorcer la bombe qui se prépare. Et lorsque les Ivoiriens auront fini de choisir leurs dirigeants par leur propre mécanisme, le gouvernement légitime qui va émaner des élections va pouvoir discuter, réaménager la relation avec la France, en tenant compte du fait que la France elle-même a mis de l'eau dans son vin. Le président Laurent Gbagbo a dit, vous nous regardez comme étant faibles, parce que nous n'avons pas l'armée, nous n'avons pas la police, nous n'avons pas la gendarmerie,
Nous n'avons pas les renseignements généraux. Nous n'avons pas la force armée. Je ne suis pas venu vous dire ici que je vais monter une rébellion. Je n'ai pas l'âge de ce projet et je n'ai pas l'intention de ce projet. Mais ce serait une erreur de votre part de sous-estimer le peuple ivoirien dans sa capacité à se libérer de l'oppression. Même le président Oufoué a dû reculer. Même le président Bédié, paix à son âme, a dû reculer. Même le président Guy Robert, paix à son âme, a dû reculer. Monsieur Ouattara ne fera pas exception. Moi-même, j'ai dû reculer. J'ai dû quitter le pouvoir, laisser le pouvoir. Dites à monsieur Ouattara de ne pas croire que fatalement, ces opérations de capture de notre peuple réussiront toujours. L'histoire enseigne que tout ce qui commence mal, se poursuit mal, finit mal. Voilà l'entretien tel que je peux l'imaginer et le reconstituer pour votre gouvernement. J'imagine seulement les mots doux qui ont été dits par l'ambassadeur de France au président Gbagbo. Non, vous savez, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes un homme brillant, c'est d'ailleurs dommage que ça ne se soit pas bien passé entre nous. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui est cultivé, qui connaissait bien la France, vous avez fait une partie de vos études chez nous, votre première épouse était française, votre fils est français par sa mère. Donc, en fait, s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour faciliter la détente des relations franco-ivoiriennes, c'est bien vous, monsieur le président Gbagbo. Moi, en tant qu'ambassadeur, je vais vous dire la bonne volonté de mon chef pour vraiment envisager une option qui rassure tout le monde. Parce que dans tout ça, n'oubliez quand même pas qu'il y a aussi monsieur Thiam qui aspire à la magistrature suprême. Et M. Thiam a une posture qui est plutôt intéressante, c'est qu'il est prêt à éventuellement négocier avec le président Alassane Ouattara. Donc, ça serait la sagesse. Mais il y a de la place pour tout le monde en Côte d'Ivoire, à condition que l'intérêt suprême du pays amène tout le monde à mettre un peu d'eau dans son vin. Et franchement, au nom de la France, on ne serait pas embêté d'aider à une solution à l'amiable, parce que de toutes les façons, les positions tranchées, ça n'arrange personne. Nous, on n'a pas besoin d'une Côte d'Ivoire instable. Si nous y faisons des affaires avec autant d'appétence, c'est parce qu'elle est quand même un pays relativement stable et on ne veut pas que ça se gâte. Vous avez bien vu comment ça s'est mal passé pour nous avec le Mali, le Burkina, le Niger. On n'a quand même pas envie que ça continue. Vous voyez, c'est comme ça qu'il parlait sûrement. Je dis bien que je suis en train de m'adonner à quoi ici? À un exercice d'imagination transcendantale. L'imagination transcendantale. Hein? Et puis, ils ont dit, vous voyez, c'est des choses... Vous voyez, le président Alassane Ouattara, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours compris le leadership français. Vous savez, avec son épouse Dominique, ils offrent beaucoup de garanties pour nous. Vous devez comprendre cela. Nous faisons de la réelle politique, on fait avec la réalité. C'est lui qui est le président. Donc, écoutez, on essaiera de lui parler, de voir avec lui. Mais vous aussi, de votre côté, assouplissez-vous, acceptez la possibilité de vous unir, de vous mettre ensemble pour gouverner le pays en bonne entente. Acceptez cette possibilité, hein, ça serait pas mauvais. Vous comprenez? Voilà donc les choses que je crois avoir, par mon imagination transcendantale, entendues. Le président Gbagbo, sans doute, est resté très calme tout le temps que son interlocuteur essayait de le breaker politiquement, pour ainsi dire. Quand l'autre a fini, lui a dit « Je réitère ce que je suis venu vous voir pour vous dire que je n'accepterai pas d'être exclu des listes électorales. Que plusieurs leaders de l'opposition sont sur la même position que moi. Que le peuple ivoirien, dans son écrasante majorité, ne veut pas de cette exclusion. C'est pour ça que je suis venu vous voir, monsieur l'ambassadeur. Vous avez la possibilité, monsieur l'ambassadeur Christophe Béliard, vous avez la possibilité de parler à monsieur Ouattara. Parlez-lui avant qu'il ne soit trop tard. Voilà ce pourquoi moi je suis venu vous voir. Vous voyez? Voilà la conversation telle que je l'imagine.